petites choses. J'ai une question pour Sandrine. Elle est longue et hyper précise. Pour des interventions techniques courtes, par exemple la résolution d'un aléa, du graissage ou une intervention mécanique courte, est-ce que la mise en sécurité du technicien peut s'appuyer sur une fonction de sécurité du système de commande, à savoir par exemple la fonction SCO d'un variateur ou un frein de sécurité sur une charge suspendue? Voulez-vous que je reformule? Alors, non, je pense avoir compris la question. Je vais faire une réponse. Vous voyez, je ne trahis jamais les auteurs des questions. Je vais faire une réponse qui ne plaît pas toujours, qui est ça dépend. Évidemment, ça dépend de l'analyse de risque. Alors, dans certains cas, oui, la sécurité peut reposer sur le système de commande, mais ça sous-entend qu'on a conçu le système de commande avec des fonctions de sécurité et que ces fonctions de sécurité sont fiables. Et la fiabilité, ça passe entre autres par la fiabilité du matériel et donc des variateurs avec des fonctions de sécurité comme c'était évoqué dans la question. Donc oui, on peut assurer la sécurité avec le système de commande en prenant des précautions et à condition que le système de commande soit fiable. C'était pour Stéphane Burgot, s'il est en ligne. Voilà la réponse. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous souhaitez vous exprimer? Il y a une main ici qui s'est levée. Je vous en prie, allez-y. Oui, bonjour. Question pour Monsieur Jean-Pierre. Antoine Duricou, Société Catu, responsable Loto. Dans tout ce que vous avez décrit, d'ailleurs c'était très bien, merci, je retrouve quelque chose qui fait référence à une norme en fait. Quand vous décrivez les procédures, les personnes habilitées, etc., finalement, tout ça, ça tend vers la norme française 18510, si je ne me trompe pas. Alors, je ne suis pas un grand fan de la 18510. Je ne suis pas politiquement correct non plus. En fait, la 18510, c'est la traduction française de la 50510 européenne, qui est plus simple. On a fait une norme qui est très bien, mais elle est très compliquée. Et du coup, mon opinion, c'est que ça nuit à sa mise en œuvre parce qu'il y a quand même plein de gens qui sont paumés là-dedans. Hein. Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'on est dans le même principe de logique, qui est bon, par contre, de manière beaucoup plus simple. Après, il y a une différence fondamentale, mais c'est également vrai en électricité, mais ça se voit moins, c'est qu'en électricité, il y a tout un tas de dispositifs réglementaires qui font que normalement, la technologie monte en maturité et la fiabilité et la sécurité des installations électriques, elle monte assez vite en maturité. Donc on a des vrais interrupteurs sectionneurs, par exemple. Bon, il y a des usines de 90 ans qui n'en ont pas encore, hein, mais globalement, à chaque fois qu'on modifie, de toute façon, on est obligé de s'aligner vers le haut, donc ça, c'est pas mal. Alors que sur les autres énergies, rien du tout. Hein. Enfin, les vannes, elles sont toutes rouillées, c'est des vannes papillons. Et puis, il n'y a rien qui oblige à faire autrement, à part dans quelques contextes particuliers. Donc, donc en connaissant la conciliation électrique, on va avoir des repères. Par contre, il ne faut pas transposer à 100% parce qu'on pourrait avoir des mauvais réflexes. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il y a une main tout au fond là-bas. Je vais en profiter pour vous poser une question du chat, M. Avlaneda. Elle provient de Coralie Cailleret qui demande jusqu'où peut-on considérer qu'il s'agit d'une maintenance de premier niveau, jusqu'où un opérateur d'atelier peut-il aller? Eh bien, jusqu'à un cran en dessous de la compétence qu'on lui a donnée. Alors, il y a une norme dans les X60, il y a une norme qui définit les niveaux de maintenance. Cette norme, elle a été écrite pour notamment fixer la frontière entre le service maintenance, le fabricant concepteur, l'ingénierie, et de l'autre côté, éventuellement l'exploitant. C'est des repères. Donc, jusqu'à quel point ce qu'on veut. Entre midi et deux, j'ai exposé un point, c'est que quand il y a des actions de type TPM, que je connais bien parce que j'en ai fait pendant 15 ans comme du Lean, on transfère de la compétence à l'exploitant pour faire de la maintenance de premier niveau, deuxième niveau. Enfin voilà, j'ai des outils, j'ai pas des outils, bon, ça c'est super. Il faut leur donner un niveau de compétence au-dessus du besoin. Sinon, ils connaissent pas la limite et ils font des bêtises et ils outrepassent leurs compétences. Donc ça, il y a des éléments clés comme ça qui sont parfois oubliés dans la mise en œuvre de ce genre de démarche et qui sont fondamentaux. Donc c'est très bien de mettre en place de l'automaintenance parce qu'en fait ça capte les défaillances avant les défauts et les pannes. C'est bon d'un point de vue TRS et performance industrielle et c'est bon d'un point de vue sécurité parce qu'il n'est pas trop tard. Hein, j'ai le volant qui commence à vibrer, je vais chez le garage, j'attends pas que l'arbre de direction casse, donc c'est toujours mieux.
Par contre, il faut que je connaisse mes limites. Donc il faut le faire bien et il faut aussi se dire que au-delà d'un certain point, ça reste du processus de maintenance. Donc il faut que ça soit tracé, il faut que ça soit bien fait. Il ne faut pas que ça soit fait comme quand j'approvisionne des cartons dans ma ligne de prod. C'est pas de la prod. Merci. Monsieur, donc, tout au fond là-bas. Oui, Laurent Claes, Solvay Science Co. Dans votre présentation, vous avez mentionné des fois le loto et des fois le lototo, et sans vraiment faire de différence entre les deux. Donc je ne sais pas si c'est parce que de temps en temps vous mettez les termes complets. J'ai pris une boîte de 14 minutes, j'ai rempli avec 3 fois le volume et j'ai tassé avec les pieds. C'est passé un peu vite. Donc l'auto, c'est lock out, tag out. Donc je mets un cadenas, je mets une étiquette. L'autoto, c'est lock out, tag out, try out. C'est-à-dire je mets un cadenas, je mets une étiquette et je vérifie que j'ai plus d'énergie. C'est pas mal. Bon, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu court, mais la différence elle est là. En fait, le loto, ça vient des US en référentiel globalement, c'est responsabilité individuelle. Le professionnel de maintenance se débrouille et personne ne touche à ce qu'il fait. Le lototo, c'est anglo-saxon, nord de l'Europe, ça a été un peu enrichi et on voit effectivement les industriels, ils ont mûri dans le temps. Et dans la norme, on reprend des bonnes pratiques, hein, on n'a pas inventé un truc. Donc les bonnes pratiques, effectivement, il y a cette notion de test d'absence. C'est la VAT en fait, hein, c'est la VAT des énergies. Toute énergie. J'ai plus de pression, j'ai plus de vapeur. C'est ça. Merci. Je ne sais pas si le micro, il y a monsieur là-bas, et puis il y a une main aussi ici. Merci à vous. Patrick Lédin, La Paire. Question un petit peu en marge peut-être de la présentation. Est-ce que vous auriez des préconisations sur la vérification des dispositifs de sécurité ou d'arrêt d'urgence, et d'arrêt d'urgence? Celui qui s'en empare. Vous parlez des vérifications périodiques? Tout à fait. Déjà les essayer, ça c'est le minimum. Oui. Et puis peut-être s'assurer en fait on le disait, hein, souvent on ne sait pas ce que coupe un arrêt d'urgence, on ne sait même pas ce qu'il fait. Alors déjà dans un premier temps, s'assurer que les plans sont à jour, de vérifier que ce qui doit être coupé l'est effectivement et de savoir exactement sur quoi on agit en appuyant sur l'arrêt d'urgence. Et après, les tests des dispositifs de sécurité, il y a des règles dont les bureaux de contrôle que les bureaux de contrôle connaissent parfaitement. Sur un barrage immatériel, on va bien tester tous les faisceaux. Après, c'est vraiment en périodique, c'est vraiment des essais de fonctionnement. Je vais compléter la lecture réglementaire avec une lecture risque. Donc on va calculer des niveaux de PL, des niveaux de SIL, c'est-à-dire des niveaux de fiabilité en fait de la fonction de sécurité, parce qu'on ne tolère pas qu'elle ne soit pas fiable. Ce qu'on constate, c'est que le niveau de fiabilité annoncé par le fabricant n'est pas le niveau réel. Et ça, c'est lié à une dérive qu'on a depuis quelques années. Dans le monde informatique, d'une manière générale, ça ne travaille pas bien. C'est-à-dire que ça travaille vite et mal et ça débug chez les clients. Et ça finit par contaminer la manière de coder, de programmer les automates de sécurité, les fonctions de sécurité. Donc ça veut dire que peut-être que ça marche, mais probablement pas aussi longtemps que ça devrait. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un MTBF de 10 ans, on a un MTBF peut-être de 3 ans. Et ça, c'est ennuyeux. Donc, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est soyez vigilants à ce point-là. On parlait des cahiers des charges. Blindez le sujet dans le design, dans les FAT, dans les SAT, dans votre plan de maintenance, dans vos inspections. Parce que, malheureusement, on est obligé de faire avec le monde dans lequel on est. Et l'industriel n'a pas toujours du bon côté du bâton dans le rapport de force avec le fabricant. Et vous faites ce que vous avez, quoi. Donc, c'était un petit complément. Après, il y a des architectures qui sont plus sûres que d'autres. Hein. Voilà. Si vous êtes en câblé, par exemple, c'est mieux. Il y avait monsieur, je crois, qui souhaitait s'exprimer. On vous apporte un micro. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore qui souhaiteront s'exprimer? Arnaud Krebs de l'OPPBTP, donc c'est l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics. Vous faites un parallèle entre maintenance et coûts opérationnels et du coup et performance économique de l'entreprise. Est-ce que vous avez de la publication sur ce type d'études?
Ah, ça serait bien, mais c'est pas une démarche scientifique, c'est empirique et on l'a mesuré en fait chez certains industriels. Par exemple, on a fait des périmètres pilotes qui peuvent être une usine ou 2 usines pendant X mois et on a regardé le avant et le après. Donc on a vu l'impact en MTTR et puis on a regardé du coup l'impact en TRS. Donc le MTTR, le temps d'intervention global, il s'allonge un petit peu. Le TRS du coup, il est plus ou moins impacté. Et ça nous donne une transcription en performance économique. Ce dont on s'aperçoit, c'est quelque chose de très intéressant, c'est notre philosophie, c'est de dire, pour travailler le sujet, travaillons les causes racines, et les causes racines, c'est les pratiques du métier. Il ne faut pas s'arrêter à la couche « comment je travaille en sécurité ». Il faut descendre encore un cran plus bas sur « comment je travaille ». Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, sur 2 usines, on a eu un cas flagrant, c'est celui que j'ai mis dans le support. Il y a une usine qui travaillait beaucoup en mode pompier, en maintenance, en dépannage urgent, donc on produisait à mort, et puis quand ça tombait en panne, on dépannait très vite. Et l'autre qui était, le responsable de maintenance était une tête de cochon, et donc du coup, il avait un pouvoir important dans l'entreprise, et il avait imposé que le plan de préventif il soit fait, bien fait, etc. Et il y avait beaucoup plus d'arrêts programmés, et beaucoup moins de dépannage urgent. Quand on a mis en place toute la démarche Hot Lot Auto, bah, bizarrement, celui où il faisait beaucoup de préventifs, ça a été quasiment indolore. L'autre, il a senti passer. Donc, le bon chemin, c'est de raisonner moyen terme et de se remettre à faire de la bonne maintenance et d'arrêter de travailler en mode pompier. Merci à vous.